Un gémissement discret déchira le silence glacé de l'aube dans le parc d'Evergrove. L'inspectrice Megan Carter suivit le son, sa lampe torche balayant les brumes épaisses qui rampaient au ras du sol. Cela faisait 4 jours qu'elle cherchait, presque sans sommeil, et maintenant, ça. Ici, lança-t-elle à voix basse à son équipe, son ton chargé d'urgence. Sous la structure de jeu, à moitié dissimulée par un enchevêtrement de buissons humides, se trouvait une scène qui glaça le sang de la policière vétérane. Un immense berger allemand, le poil collé par la boue, et ce qui semblait être du sang séché, était couché en position de protection, enroulé autour d'un petit corps tremblant. Les yeux ambrés du chien fixaient chacun de leurs gestes, un grondement sourd vibrant dans sa gorge. « Kayla Bennett ?» demanda Megan doucement, en s'accroupissant prudemment sans trop s'approcher. Le visage de la fillette, couvert de traces de terre et de larmes séchées, était enfoui dans le plage de l'animal. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix fendit le cœur de Megan. « Maman a dit que Major me protégerait jusqu'à ce que les gentils arrivent. C'est vous, les gentils? Les hommes méchants ont fait du mal à maman et papa. » Quelques heures plus tard, alors que Kayla était transportée d'urgence vers l'hôpital, Megan ne pouvait s'empêcher de jeter des regards en arrière vers le chien, toujours dressé, encore en alerte malgré ses blessures. Elle savait que quelque chose dans cette affaire ne collait pas. Le parc d'Evergrove en automne dégageait une beauté mélancolique avec ses érables flamboyants et ses sentiers détrempés de pluie couverts de feuilles rouges et dorées. C'était dans ce décor à la fois paisible et tragique que l'enquête de Megan avait débuté 4 jours plus tôt, quand le drame des Bennett avait éclaté. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez vos impressions en commentaire ainsi que la ville depuis laquelle vous nous regardez. Et maintenant, reprenons le fil de l'histoire. Megan Carter, 42 ans, inspectrice au sein du département de police de Clearwater depuis plus de 20 ans, était une spécialiste des affaires impliquant des mineurs. Elle avait vu son lot d'horreurs, chaque cas laissant une nouvelle ride autour de ses yeux fatigués. Mais rien ne l'avait préparée à la scène dans la maison des Bennett. Harold et Grace Bennett retrouvés morts. Tout laissait croire à un meurtre suivi d'un suicide. Leur fille de 7 ans, Kayla, introuvable. Et puis ce chien, Major, ancien chien de l'unité K9, retiré du service après avoir pris une balle en intervention 3 ans auparavant. Il avait été adopté par les Bennett il y a un peu plus d'1 an, peu après leur arrivée discrète à Clearwater. Personne ne semblait savoir pourquoi ils avaient quitté Chicago en si grande hâte. Devant les yeux de Megan, les ambulanciers tentaient d'approcher Kayla, mais Major se positionna aussitôt entre eux et l'enfant. Malgré l'épuisement manifeste, malgré la plaie sur son flanc, le chien refusait de reculer. « Il ne laisse personne l'approcher », souffla l'agent Reynolds. « Ce n'est pas de la simple protection », observa Megan, les yeux plissés. « Il attend un ordre ?» 20 ans à travailler aux côtés de chiens policiers lui avaient appris à reconnaître les signes d'un entraînement de haut niveau. Kayla semblait intacte physiquement, bien que sous-alimentée et gelée. Elle était petite pour son âge, avec des boucles blondes emmêlées autour de son visage blême. Ses yeux bleus, vides, révélaient le choc. Son pyjama rose, à peine couvert par un imperméable trop grand, indiquait une fuite précipitée. « Kayla » murmura Megan en gardant ses distances. « Major te protège très bien. Tu es en sécurité maintenant. » Les yeux de l'enfant réagirent au nom du chien. Elle murmura quelque chose à son oreille. À la surprise générale, Major se détendit légèrement, bien qu'il ne quitte pas sa posture de garde. « Elle a besoin de soins », déclara le médecin urgentiste. Température basse, déshydratation évidente, Megan acquiesça mais son esprit était déjà ailleurs. L'histoire venait de basculer. Ce chien n'avait pas seulement escorté Kayla hors de la maison, il l'avait sauvée. Il avait accompli une mission, et Megan savait que la théorie du drame familial venait de voler en éclats. 5 jours plus tôt, la maison des Bennett résonnait encore de la routine banale d'une soirée en famille. Grace préparait un gratin dans leur cuisine modeste pendant qu'Harold mettait la table. Kayla, assise en tailleur sur sa chaise, dessinait dans son carnet. Major, lui, ne quittait jamais l'enfant du regard, couché à ses pieds. « Main lavée, ma puce ?» demanda Grace, replaçant une mèche derrière son oreille. À 35 ans, elle avait conservé la vivacité d'esprit qui avait fait d'elle une comptable brillante avant que tout ne change. Avant qu'elle ne découvre, dans les comptes d'Altamont Industries, des chiffres qui ne collaient pas. Kayla montra ses paumes propres, puis reprit son dessin. Major debout près de son lit, prêt à la protéger. Leur lien avait été immédiat dès l'arrivée du chien dans leur foyer. Harold jeta un regard nerveux par la fenêtre pour la 3e fois en 10 minutes. À 38 ans,
Son corps affiné par les années militaires cachait mal le poids de ses souvenirs. Son diagnostic, trouble de stress post-traumatique sévère. Il haïssait ce mot, mais il savait que quelque chose était cassé en lui depuis son retour d'Afghanistan. « Tu as pris ton traitement ?» demanda Grace en posant une main douce sur son bras. Il hocha la tête sans répondre. « Il y a une voiture noire garée là depuis 1 heure, vitre teintée. » Elle ne montra aucun signe de panique, mais serra légèrement son bras. « C'est sûrement les nouveaux voisins. Viens, le dîner va refroidir. » C'était devenu leur fragile équilibre. Faire la part entre les vraies menaces et les fantômes de guerre d'Harold. Cette nuit-là, malheureusement, son instinct avait raison. Ils venaient à peine de finir leur repas quand Major redressa brusquement les oreilles. Un grondement monta dans sa gorge, il fixait la porte arrière. Encore un raton laveur, tenta Grace avec légèreté, mais son regard croisa celui de son mari. Silence. « Kayla, dit-elle d'un ton trop calme, tu te souviens de notre jeu de cache-cache spécial ? Ce serait un bon moment pour y jouer. » L'enfant fronça les sourcils, puis acquiesça. Ils avaient répété cela. « Avec Major ? Oui, ma chérie, prends-le avec toi. N'oublie pas ce que maman t'a appris. » Grace glissa quelque chose dans la poche du pyjama de sa fille. « Ton médicament spécial était là. Et prends aussi Monsieur Biscotte, d'accord ?» Elle lui tendit son chat en peluche qu'elle pressa d'un geste discret, révélant un bruit de papier froissé. Harold ouvrit un tiroir de la cuisine et en sortit son arme de service. « Va avec maman, Kayla, tout de suite. » Grace attrapa le petit imperméable suspendu près de la porte et le posa sur les épaules de Kayla. « Major, protection » ordonna-t-elle. Le chien se redressa comme une statue militaire, prêt. Le bruit de verre brisé à l'avant de la maison précipita leur réaction. Harold se plaça en position de défense. « Le passage secret » murmura Grace. « Major connaît le chemin. Fais-lui confiance, Kayla. Il te gardera en sécurité jusqu'à ce que les gentils arrivent. »« Maman, viens avec moi » pleura Kayla. Grace s'agenouilla, lui pressa un médaillon dans la main. « Papa et moi devons empêcher les méchants de te suivre. Major est ton gardien maintenant. Tu te souviens des mots spéciaux ? Major, garde. Major, guide, récita l'enfant. Très bien, je t'aime plus que toutes les étoiles du ciel. » Le passage secret avait été aménagé à leur arrivée à Clearwater, une précaution prise sur les conseils d'un agent fédéral après leur entrée dans le programme de protection des témoins. Ils couraient derrière la cuisine, dissimulés derrière une cloison de bois, menant à un ancien conduit d'évacuation pluviale qui serpentait jusque derrière les maisons voisines. C'est par là que Major guida Kayla dans l'urgence. Son corps musclé bloquant le moindre retour en arrière malgré les supplications de l'enfant. L'entraînement du chien primait sur toute émotion. Sa mission était simple, non négociable. Protéger Kayla, l'emmener loin, attendre les secours, peu importe le prix. Le grondement des voix masculines dans la maison se mêlait au fracas des meubles renversés. Kayla, serrant contre elle Monsieur Biscotte et le médaillon de sa mère, avançait à tâtons dans le tunnel humide. Major la précédait de quelques pas, se retournant régulièrement pour vérifier qu'elle suivait. À un moment, un bruit de détonation leur parvint. Le chien stoppa net, puis reprit sa course. Une odeur métallique sembla flotter dans le tunnel, ou peut-être n'était-ce que l'imagination d'une fillette fuyant le cauchemar. Lorsqu'ils émergèrent à plusieurs pâtés de maison de là, la pluie avait commencé à tomber, fine et glaciale. Kayla se tenait immobile sous l'averse, comme figée, ses vêtements déjà trempés. Major s'approcha doucement, tirant sur la manche de son imperméable pour l'inciter à l'enfiler correctement. Puis, avec une patience méthodique, il l'entraîna plus loin, les éloignant de la maison, des coups de feu, des souvenirs. Il savait où aller. C'était là toute la force de l'entraînement que Grace lui avait patiemment donné pendant des mois. En cas d'attaque, si aucun adulte ne survivait, Major devait mener Kayla vers un lieu défini, rester caché, et alerter les secours au bon moment. Et surtout, ne faire confiance à personne tant que Kayla ne prononçait pas les mots magiques. La première nuit dans le parc d'Evergrove fut un calvaire. La pluie s'intensifiait, transformant le sol en boue glaciale. Major trouva un petit bosquet épais où les arbres formaient une voûte naturelle. Il inspecta minutieusement les environs avant de permettre à Kayla de s'installer entre deux racines larges, son corps se collant contre elle pour lui offrir un peu de chaleur. « Je veux ma maman », chuchota-t-elle. Major posa sa tête contre son flanc, l'empêchant de sombrer trop loin dans la panique. Toute la nuit, il veilla, ses oreilles captant chaque bruit, son nez analysant le vent, prêt à mordre s'il le fallait. Le matin se leva sous un épais brouillard. Major se redressa péniblement, la plaie sur son flanc s'étant refermée tant bien que mal pendant la nuit.
Il réveilla Kayla d'un coup de langue sur la joue et lorsqu'elle eut repris ses esprits, il l'entraîna plus profondément dans le parc. Ils marchèrent longtemps, évitant soigneusement les zones fréquentées par les joggers ou les promeneurs de chiens. Finalement, Major repéra une cabane de maintenance abandonnée près de la lisière est. Il tourna autour plusieurs fois avant de repérer une ouverture sous la structure, juste assez grande pour que Kayla puisse ramper dessous. Sec, discret, défendable. « J'ai soif, Major !» murmura Kayla, ses lèvres fendillées par la déshydratation. Elle portait encore la petite pochette que Grace avait glissée dans son pyjama, contenant un comprimé essentiel à son traitement pour le diabète. Mais sans eau, impossible de le prendre. Major sembla comprendre. Il la laissa cacher sous la cabane et revint 20 minutes plus tard, le pelage détrempé. Il s'était jeté dans l'étang à canard du parc. Couché à côté d'elle, il laissa Kayla lécher l'eau qui s'égouttait encore de ses poils. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était assez pour avaler le comprimé. La faim se fit sentir dès la mi-journée. Le ventre creux, Kayla n'arrivait plus à dormir. Elle avait froid, elle tremblait, elle appelait ses parents à voix basse. Major repartit seul, et cette fois, il revint avec la moitié d'un sandwich, dérobé à une table de pique-nique désertée. Il le déposa devant Kayla sans y toucher. « Toi aussi tu dois manger », dit-elle, cassant un morceau pour lui. Ce petit geste, simple mais rempli d'amour, résonnerait plus tard dans le cœur de Megan Carter lorsqu'elle l'entendrait de la bouche de l'enfant. Le soir venu, la température chuta brutalement. L'imperméable de Kayla n'était plus d'aucune utilité. Major tournait en rond, nerveux. Il voulait chercher de quoi la couvrir, mais il ne pouvait pas la laisser seule trop longtemps. Le destin trancha pour lui. Une ambulance arriva à l'entrée du parc. Rien à voir avec Kayla. Un jogger âgé venait de faire un malaise. Tandis que les secouristes s'affairaient, Major s'approcha furtivement du véhicule, attrapa dans sa gueule une couverture thermique tombée au sol et disparut dans l'ombre. Il revint vers Kayla avec ce trésor entre les crocs, le tissu argenté brillant dans la pénombre. Grâce à cette couverture, l'état de Kayla se stabilisa légèrement. Elle sombra dans un sommeil agité, blotti contre Major, serrant Monsieur Biscotte et le médaillon de sa mère. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que son jouet en peluche contenait un micro-enregistreur et une clé USB dissimulée avec soin dans une couture invisible. Grace Bennett y avait placé tout ce qu'elle avait pu rassembler contre Altamont Industries et son PDG, Dean Blackwell. Les 3 jours suivants suivirent un rythme immuable. Major partait chercher de l'eau, de la nourriture, des matériaux pour rendre leur cachette plus supportable. Il veillait à cacher Kayla dès qu'un groupe de recherche approchait. Car Major semblait le sentir. Les voix qui passaient non loin, ce n'étaient pas encore les bons. Ceux que Grace avait appelés les gentils n'étaient pas là, pas encore, et sa blessure commençait à s'infecter. Il souffrait, mais jamais il ne relâchait sa vigilance. Le 3e jour, l'état de Kayla se détériora. Son diabète, insuffisamment traité, affaiblissait dangereusement son organisme. Elle devenait apathique, ses yeux perdaient leur éclat. Major, inquiet, restait près d'elle, la poussant doucement du museau pour la maintenir éveillée. Cette nuit-là, un orage éclata. L'eau envahit l'espace sous la cabane, forçant Major à chercher un nouvel abri. Il guida Kayla jusqu'à la structure de jeu, là où Megan la retrouverait plus tard. Sous la glissoire, il forma un cocon autour de l'enfant. Il la réchauffait de son propre corps, comme une mère le ferait. « Major », murmura-t-elle, la voix à peine audible. « Je me sens pas bien ? J'ai besoin du docteur spécial de maman. » Elle parlait de l'endocrinologue qui supervisait son traitement. Major lécha son visage puis leva la tête brusquement. Ses oreilles captèrent un bruit au loin. Il savait, le moment était venu, il ne pouvait plus attendre. La mort guettait l'enfant. Il aboya, mais pas n'importe comment, par séries précises, celles que Grace lui avait enseignées, un signal de détresse réservé à un contexte sécurisé. Une chance, un pari. Ce pari fut payant. Non loin de là, l'inspectrice Megan Carter, toujours en patrouille matinale, reconnut l'étrange motif d'aboiement. Elle suivit le son, lampe à la main, traversant les brumes. Puis son faisceau capta une lueur réfléchissante, la couverture thermique. En s'approchant, elle aperçut Major campé entre elle et l'enfant. Il ne bougea pas. Ce n'est qu'en entendant Kayla murmurer « Major, ami », que le chien s'écarta légèrement. La fillette était vivante, contre toute attente. Megan se baissa doucement. « Kayla Bennett ?» demanda-t-elle, et la réponse brisa son cœur. « Maman a dit que Major me garderait jusqu'à ce que les gentils arrivent. Vous êtes les gentils ?» Les urgences pédiatriques de l'hôpital Saint-Richard étaient en pleine effervescence contrôlée.
Entre les bruits des moniteurs cardiaques, les pas précipités des infirmières et les ordres des médecins, l'équipe médicale s'efforçait de stabiliser l'état de Kayla Bennett. L'inspectrice Megan Carter observait depuis le couloir vitré, ses bras croisés, le regard fixé sur l'enfant enroulé dans une couverture chauffante. Kayla présentait une déshydratation sévère, une hypoglycémie critique due à son diabète mal géré, une hypothermie légère et un traumatisme psychologique dont l'ampleur ne faisait que commencer à émerger. Pourtant, au milieu de tout cela, un point de stabilité se tenait à ses côtés. Major, le berger allemand refusait de quitter la chambre. Lorsqu'un infirmier tenta de l'éloigner, Kayla s'était mise à hurler. Il avait fallu l'intervention de Megan elle-même pour convaincre l'équipe de faire une entorse au protocole. Le chien reste. Il est essentiel pour son équilibre psychologique, avait-elle déclaré au docteur Evelyn Suarez, pédiatre chevronné aux cheveux gris et au regard attentif. Docteur Suarez avait hoché la tête après un rapide examen de la situation. D'accord, mais il doit être nettoyé. Et cette plaie sur son flanc nécessite des soins. Un assistant vétérinaire avait été appelé immédiatement. Et maintenant, dans cette même chambre, Major recevait des soins en parallèle de ceux de Kayla, couché sagement près d'elle, le museau posé sur ses jambes frêles. Megan quitta la pièce et s'éloigna dans le couloir pour passer un appel urgent. « Chef, on a retrouvé Kayla Bennett, vivante. Elle était cachée dans le parc d'Evergrove avec le chien. Bon Dieu !» souffla le chef Wyatt. Des informations sur ce qui s'est passé dans la maison, rien de solide pour l'instant. Mais ce que la petite a dit ne colle pas avec notre hypothèse de départ. Elle parle d'hommes méchants qui auraient tué ses parents. Pourtant, l'arme de Harold a été retrouvée dans sa main. Résidu de poudre sur ses doigts, ses empreintes sur l'arme qui a tué Grace. Je sais, chef, je connais les éléments, mais quelque chose ne va pas. Et ce chien, ce n'est pas un animal ordinaire. C'est un ancien K9, entraîné, discipliné. Il a protégé Kayla, lui a trouvé une couverture thermique, de la nourriture. Il a littéralement organisé sa survie. Silence au bout du fil. Puis la voix du chef Wyatt, plus grave. « D'accord, fais ce que tu dois faire. Mais fais attention, Megan. Cette affaire a attiré l'attention du bureau fédéral. » « Le fédéral ? Pourquoi un drame familial les intéresserait ? C'est ce que tu dois découvrir. Tiens-moi au courant. » Fin de l'appel. Megan rangea son téléphone, ses pensées tournant à toute vitesse. L'implication du bureau fédéral signifiait que les Bennett n'étaient pas une famille ordinaire. Elle devait revoir la scène de crime. La maison des Bennett, modeste pavillon à 2 étages dans un quartier tranquille de Clearwater Est, était encore cerné de rubans de sécurité. Megan passa sous le cordon, salua l'agent de garde et entra. L'atmosphère de l'intérieur était figée, comme suspendue au moment du drame. Les photos de famille tapissaient les murs du couloir. Harold en uniforme, Grace souriante, Kayla entre eux et Major trônant fièrement à leurs pieds. Megan s'arrêta sur un cliché récent où l'on voyait le chien debout à côté de la petite, le regard aussi vigilant que maintenant. Elle entra dans la cuisine où Grace avait été retrouvée morte de 2 balles en pleine poitrine. Le sol était encore marqué de taches sombres malgré le passage des experts. Dans le salon, Harold gisait, selon le rapport initial, d'un tir à la tempe, son arme toujours en main. La conclusion semblait évidente. Un vétéran instable, rongé par le stress, aurait abattu sa femme avant de se donner la mort. Une tragédie certes, mais pas rare. Alors pourquoi, en marchant dans cette maison, Megan avait-elle l'impression qu'on lui mentait? Elle monta à l'étage, entra dans la chambre de Kayla. Les murs étaient couverts de dessins colorés. Beaucoup représentaient Major, souvent en train de garder la porte de la chambre ou de dormir près du lit. Certains montraient même un tunnel dessiné comme un passage secret. Une représentation étrange, presque schématique. Megan s'approcha d'une table de nuit où une photo encadrée de Grace la fixait. Elle eut un réflexe. Elle retourna le cadre, retira le fond. Et là, glissé derrière l'image, un petit mot manuscrit. « Si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. Ne fais confiance à personne, Blackwell sait. Les preuves sont dans Biscotte. Major connaît le protocole. » Megan sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas un drame conjugal, c'était une mise en scène, une exécution planifiée. Et elle venait de trouver la première vraie preuve. De retour à l'hôpital, Kayla allait mieux physiquement, même si elle restait silencieuse, parlant uniquement à Major. Megan entra dans la chambre, s'assit sans trop s'approcher. « Salut Kayla, je suis l'inspectrice Megan, je suis là pour t'aider, toi et Major. » Les yeux de l'enfant, si semblables à ceux de Grosse, la regardèrent avec prudence. Elle tenait fermement son chat en peluche. « C'est Monsieur Biscotte, n'est-ce pas? Et ça, c'est le collier de ta maman ?»
Kayla hocha la tête. « Major t'aime bien, dit-elle enfin. Il grogne sur les autres policiers. » Megan acquiesça doucement. « Il est très intelligent, tu sais. Il a vraiment bien pris soin de toi. Maman l'avait entraîné pour ça, pour le cas où les hommes méchants reviendraient. » Megan s'humecta les lèvres. « Tu peux me parler de ces hommes ?» Le visage de Kayla s'assombrit. « Ils ont fait du mal à papa et maman. Major m'a tiré dans le tunnel quand ça a commencé à faire du bruit fort. » Elle se replia contre le chien, tremblante. Megan n'insista pas. Elle sortit lentement un objet de sa poche. « J'ai trouvé ça dans ta chambre. » Une lettre de ta maman. Elle parlait de biscottes. Les yeux de Kayla s'écarquillèrent. Maman écrivait des messages secrets. Elle appelait ça « notre jeu à nous ». Elle en cachait dans les livres, derrière des cadres. Elle en a mis un dans biscottes aussi. Elle a dit que c'était pour les gentils. Elle tendit l'animal en peluche à Megan, les mains tremblantes. « C'est vous, les gentils ?» Le poids de cette confiance brisa quelque chose dans la poitrine de Megan. « J'essaie de l'être, Kayla. Je te le promets. » Dans la petite salle de bain attenante, Megan ouvrit discrètement la peluche. Une couture avait été refaite à la main. Elle l'ouvrit soigneusement et en sortit une minuscule clé USB et un dictaphone. Elle mit les écouteurs, appuya sur lecture. La voix de Grace remplit ses oreilles, calme mais chargée de tension. « Je m'appelle Grace Bennett, anciennement Grace Donovan. Il y a 2 ans, j'étais analyste financière chez Altamont Industries. J'ai découvert des preuves de blanchiment massif impliquant plusieurs groupes criminels. J'ai transmis cela aux FBI. On nous a intégrés au programme de protection, mais je crois que notre couverture est compromise. Le stress aggrave l'état d'Harold. Si vous entendez ceci, c'est qu'ils nous ont trouvés. Protégez Kayla. Major connaît les ordres. Il n'obéit qu'à elle et à moi. Faites attention. Blackwell a des contacts dans la police. » Le message se coupa brusquement. Megan resta un moment figée, le souffle court. C'était donc cela. Grace n'avait jamais quitté son rôle de mère protectrice. Elle avait tout prévu. Et maintenant, c'était à elle, Megan, de prendre le relais. Kayla ne pouvait pas tomber entre de mauvaises mains. Et Major avait rempli sa mission. Mais il semblait prêt à aller encore plus loin. De l'autre côté de la ville, dans un immeuble chic du centre de Clearwater, Dean Blackwell faisait défiler un rapport confidentiel sur sa tablette, son visage fin barré d'une expression glaciale. Son regard passa d'une ligne à l'autre, sans ciller. Une petite note, en bas de la page, la fille a été retrouvée, vivante, avec le chien. Face à lui, dans un fauteuil au cuir trop neuf, se tenait un homme en costume sobre, les cheveux poivre et sel, le visage fermé. C'était le commandant en chef de l'unité spéciale du département de police de Clearwater, lieutenant Carl Maddox. « Ça complique les choses », déclara simplement Blackwell. « Si la gamine a survécu, les preuves existent mieux toujours. » Maddox évita son regard. « D'après mon agent sur place, elle est en état de choc. L'enfant ne parle presque pas. Quant au chien, ce n'est qu'un chien. » Le regard de Blackwell se durcit. Ce chien a été sélectionné et entraîné par Grace elle-même. Ne sous-estime pas ce qu'elle aurait pu faire pour protéger son dossier. Il se leva, mettant fin à la réunion d'un ton net. Découvre ce que la petite sait. Découvre ce que le chien protège. Et nettoie-moi ça. Ton confortable fond de retraite en dépend. Le lendemain matin, Megan Carter était déjà de retour à son bureau, les yeux cernés, un café froid à la main, lorsqu'elle reçut une notification prioritaire sur son écran. Prise en charge du dossier Bennett par l'unité spéciale du lieutenant Maddox. L'info l'arrêta net. Ce n'était pas leur juridiction. L'unité spéciale ne s'impliquait que dans des cas liés au crime organisé. Et elle, jusqu'à présent, n'avait parlé de la piste Blackwell qu'à son chef direct, le commandant Wyatt. Cela signifiait une chose, quelqu'un les écoutait, ou plutôt, quelqu'un avait peur de ce qu'elle savait. Quelques minutes plus tard, on frappa à sa porte. L'agent Peter Langley, visage lisse, comportement trop poli, se tenait là. Le lieutenant Maddox veut un point sur l'affaire Bennett. Il attend ton dossier. Megan répondit calmement, « Je le prépare, je vous l'apporte dans la journée. » Une fois seule, elle décrocha son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait plus utilisé depuis des années. « David, c'est Megan. J'ai besoin de tout ce que tu peux me trouver sur Carl Maddox, hors procédure. » À l'autre bout du fil, une voix grave répondit avec prudence. « C'est une boîte de guêpes, Megan. Tu parles bien de l'affaire Bennett ?» Elle acquiesça. « Je pense qu'il est impliqué. » Un long silence. Puis, « Retrouve-moi au pont de Sycamore Creek dans 1 heure. Viens seul. » Pendant ce temps, à l'hôpital Saint-Richard, Dr Evelyn Suarez vérifiait les constantes de Kayla. « Tu te remets bien, ma grande? Tes résultats sont meilleurs aujourd'hui. » Kayla, plus éveillée, esquissa un sourire timide.
Major, nettoyé et soigné, était toujours allongé près d'elle. Son regard suivait chaque mouvement, chaque entrée, chaque geste. Lorsque l'infirmière apporta les médicaments de la mi-journée, il se redressa immédiatement, ses oreilles pointées, son regard fixé sur les mains de l'aide-soignante. « C'est bon, Major », le rassura Evelyne. « C'est juste Lisa, elle t'apporte ton traitement. » Mais même après l'administration, le chien ne se détendit que lorsqu'elle eut quitté la pièce. Dr Suarez échangea un regard avec Kayla. « Il vous surveille comme un ange gardien. » L'enfant acquiesça doucement. Maman disait que Major sait reconnaître les mauvais médicaments, ceux qui font du mal au lieu d'aider. Il les sent. Evelyne sentit un frisson la traverser. Elle connaissait les capacités de détection des anciens chiens policiers, mais la précision du comportement de Major semblait aller bien au-delà. Cela n'était pas qu'un dressage standard. Grace Bennett avait probablement anticipé que quelqu'un, un jour, pourrait tenter de nuire à sa fille même à l'intérieur d'un hôpital. Et elle avait tout préparé. Evelyne fit mentalement une note. Elle devait en parler à Megan. Le plus tôt serait le mieux. Sur le vieux pont en bois de Sycamore Creek, Megan retrouva David Ryerson, son ancien coéquipier, désormais retraité, mais toujours aussi alerte. Il sortit un dossier mince de sa sacoche. Maddox vit largement au-dessus de ses moyens. Maison secondaire à Summit Lake. Fils dans une université privée hors de prix. Femme qui dépense comme une sénatrice. Et pourtant, aucun revenu complémentaire déclaré. Il la fixa. Et à chaque fois que les affaires internes se rapprochaient de lui, l'enquête était enterrée. 3 anciens employés d'Altamont, tous morts dans les 10 dernières années, suicides selon les rapports, tous avaient eu accès aux archives financières peu avant leur mort. Et tu sais qui menait les enquêtes? Maddox. Megan hocha la tête. C'est un nettoyeur, et Blackwell l'emploie depuis longtemps. Et maintenant, ajouta David, il veut Kayla. Megan serra le dossier contre elle. Merci. Tu viens de me donner ce qu'il me manquait. Sois prudente, Megan, dit-il doucement. Tu as mis les pieds dans quelque chose de très sale. Cette petite fille est la clé. Elle et ce chien ont échappé à des tueurs professionnels pendant 4 jours. Maddox va faire tout ce qu'il peut pour l'atteindre. Elle hocha la tête. Je trouverai des alliés, des vrais. À l'hôpital, Dr Suarez levait les yeux de son carnet lorsque Kayla se redressa soudain dans son lit. Major, qui dormait, se redressa instantanément, oreilles en alerte, grognement discret. « Qu'est-ce qu'il y a, Kayla ?» demanda le docteur. Major entend quelque chose avec ses oreilles spéciales. Evelyne, désormais totalement confiante dans l'instinct du chien, se leva et ouvrit discrètement la porte de la chambre. Dans le couloir, un homme en uniforme policier montrait une carte d'identification à l'infirmière de garde. « Je dois vérifier l'état de la fillette Bennett, sur ordre du lieutenant. » Le ton était neutre, mais le regard glacial. Evelyne referma la porte. Son choix fut immédiat. Elle aida Kayla à monter dans un fauteuil roulant. « Il faut qu'on parte, ma chérie. Viens, Major. » Le chien s'interposa immédiatement entre la fillette et la porte. Evelyne emprunta une sortie de service menant aux ascenseurs de maintenance. Alors que les portes se refermaient, une voix masculine appela derrière eux « Docteur !» Le cœur d'Evelyne battait la chamade. À l'étage du sous-sol, elle guida Kayla et Major vers une salle inutilisée du service de radiologie. « Attendez ici, je vais appeler l'inspectrice Carter. » Kayla, blottie dans son fauteuil, sa main enfouie dans la fourrure de Major, murmura « Ils nous ont retrouvés, Major. Mais tu vas me protéger, pas vrai ?» Le berger allemand, toujours vigilant, se posta devant la porte. Prêt à tout recommencer, à défendre, à se battre, à mourir s'il le fallait. Pendant ce temps, Evelyne composait le numéro de Megan avec des doigts du tremblant. Le piège était lancé, et la guerre n'était pas terminée. Megan bondit hors de son bureau en entendant la voix paniquée du docteur Suarez au téléphone. Quelqu'un a tenté d'accéder à Kayla. Il avait un badge de police, mais Major a réagi immédiatement. J'ai suivi mon instinct, je les ai cachés. Je n'ai pas eu le temps de vérifier l'identité de l'homme. Il disait agir sur ordre du lieutenant Maddox. Megan comprit immédiatement, ce n'était pas un test. Ce n'était pas une erreur. C'était une tentative réelle pour récupérer la petite et, très probablement, la faire taire. Elle remonta en voiture en trombe, alluma le gyrophare et fonça vers l'hôpital. En chemin, elle contacta le chef Wyatt. « Chef, on a un gros problème. Quelqu'un a tenté de s'emparer de Kayla à l'intérieur de l'hôpital. Badge falsifié ou complice. Je veux une surveillance armée autour d'elle immédiatement. Et surtout, pas un mot à Maddox. » Il y eut un silence au bout du fil. Puis la voix grave de Wyatt. « Je vous fais confiance, inspectrice. Faites ce qu'il faut. » À son arrivée à Saint-Richard, Megan ne passa pas par l'accueil.
Elle utilisa un badge spécial pour accéder directement au couloir du sous-sol. Elle retrouva Evelyn en train de veiller sur Kayla et Major, tous trois réfugiés dans une salle de radiologie plongée dans la pénombre. « Il est reparti », dit Evelyn à voix basse. « Mais il savait que je n'étais pas dupe. » Megan posa une main sur son épaule. « Vous avez pris la bonne décision. Maintenant, il faut les faire sortir d'ici. »« Vous comptez les cacher ?» demanda Evelyn. « Non », répondit Megan en secouant la tête. « Je vais les confier à une personne de confiance en dehors du système. Quelqu'un qui n'a aucun lien avec la police, ni avec les fédéraux. » Elle se tourna vers Kayla. « Tu te souviens de ce que ta maman disait ? Que parfois il faut être rusé, comme un renard. On va faire ça. Tu vas aller dans un endroit sûr, avec Major. » La petite hocha la tête, serrant fort Monsieur Biscotte contre elle. « Vous venez avec nous ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Megan hésita, puis répondit « Je vous rejoindrai très vite, promis. » Le regard de Kayla s'abaissa sur Major. « Il te fait confiance. Moi aussi. » 1 heure plus tard, dans une vieille voiture banalisée, Kayla était installée à l'arrière, dissimulée sous une couverture. Major, en laisse, tenait la position sur le siège passager. Megan les conduisait vers les contreforts de Pinewood Ridge, une région forestière à la lisière de l'État, où vivait un ancien collègue devenu garde forestier, Travis Galloway. Un homme rustre, taiseux, mais loyal jusqu'à la moelle. Il avait quitté la police après une affaire de corruption qui l'avait écœuré à vie. Il vivait seul, dans un vieux chalet sans connexion internet hors des radars, parfait. Travis les accueillit avec un haussement de sourcils, puis fit un signe de tête à Megan. « Elle peut rester ici, lui aussi. Mais je veux savoir à quoi je m'expose. » Megan lui résuma l'essentiel, en omettant volontairement certains détails. Elle termina par « Ce chien a protégé cet enfant mieux que n'importe quel adulte. Il a été entraîné pour ça. Et maintenant, ils veulent l'éliminer. » Travis se gratta la barbe. « Alors qu'ils essaient de venir jusqu'ici, je les attends. » Il installa Kayla dans une chambre modeste mais chaleureuse, aménagea un coin pour Major près du poêle à bois et promit de surveiller les alentours avec ses caméras autonomes. « Quiconque s'approche sans mon autorisation, je le verrai. Et je saurai comment réagir. » Megan repartit au petit matin la gorge nouée. Laisser Kayla derrière elle était contre son instinct. Mais elle savait qu'elle devait retourner au cœur du problème. Elle devait remonter jusqu'à Blackwell. Pour ça, il lui fallait la preuve absolue que Maddox était corrompu. Et elle savait déjà par où commencer. Le jour suivant, Megan prit contact avec une journaliste d'investigation indépendante qu'elle avait aidée autrefois sur une affaire de trafic d'enfants. Rebecca Thorne, désormais basée à Boston, accepta de la retrouver en urgence dans un motel discret à mi-chemin entre les deux villes. Rebecca écouta les enregistrements de Grace, examina les données de la clé USB. Elle hocha lentement la tête. « C'est du lourd, et ça pourrait exposer beaucoup de monde. Si on sort ça sans précaution, ils élimineront toutes les personnes impliquées avant même que l'histoire ne soit publiée. C'est pourquoi je te demande de le garder pour l'instant, stocké en sécurité, hors ligne. Et si je disparais, tu publies tout. » Rebecca accepta. « Tu vas faire quoi maintenant ?» Megan prit une grande inspiration. « Je vais tendre un piège à Maddox et forcer Blackwell à se trahir. » De retour à Clearwater, Megan se rendit discrètement au bureau de l'assistant du procureur Jonathan Avery. Un homme rigoureux, incorruptible et suffisamment audacieux pour défier les puissants. Elle lui remit une copie cryptée des données, ainsi qu'un compte-rendu des événements. « Je vais tout enregistrer », dit-elle. « Les prochains jours, chaque interaction, chaque tentative de pression. Je vais les coincer, mais j'aurai besoin d'un mandat fédéral pour fouiller les locaux d'Altamont. » Avery soupira. « Ça ne va pas être simple, mais si vous me donnez la moindre preuve tangible que Maddox couvre Blackwell, je m'engage à faire tomber ce réseau. » Le piège allait donc commencer. Megan devait redevenir visible. Officiellement, elle rentra de congé maladie. Elle reprit son poste comme si de rien n'était. Elle informa Maddox que Kayla avait été déplacée vers un hôpital pédiatrique spécialisé. Faux rapport médical à l'appui. Maddox hocha la tête. « Bien, le procureur veut fermer le dossier d'ici la fin de la semaine. » Il la fixa intensément. Ce serait regrettable qu'un élément non coopératif compromette l'ensemble du service. Le message était clair. Mais Megan se contenta de répondre d'une voix neutre « Je comprends ». Elle quitta son bureau et appuya discrètement sur son dictaphone. Tout était là. L'intimidation, l'aveu voilé. Elle le stocka sur une clé sécurisée et la guerre de nerfs pouvait commencer. Dans son chalet en bois perdu au milieu des pins de Pinewood Ridge, Travis Galloway observait la petite Kayla à travers la vitre embuée de la cuisine. Elle était assise dans un fauteuil près du feu,
une couverture sur les genoux, caressant machinalement la tête de Major qui ne la quittait pas d'un centimètre. Malgré son air paisible, Travis savait lire les enfants comme on lit une boussole. Elle était brisée, trop silencieuse, trop polie, trop sage pour une gamine de 8 ans. Ce genre de calme venait toujours après un ouragan. Et ce chien, il n'avait jamais vu un animal aussi discipliné, aussi attentif. Il ne dormait que d'un œil, bondissait au moindre bruit suspect. Il ne réagissait pas comme un animal domestique, mais comme un soldat prêt au combat, un gardien, un survivant. Kayla commençait à lui parler un peu, des bribes, comme des éclats d'un miroir fissuré. Elle lui raconta comment Major lui avait trouvé une couverture, comment il lui avait rapporté un vieux pain sec volé sur une table de pique-nique, comment il avait grogné dès qu'un inconnu approchait. « Il m'écoute même quand je ne parle pas fort », disait-elle. « Parfois, il sait que j'ai peur avant même que moi je le sente. » Travis hochait la tête en silence. Il avait vu des chiens comme ça. Des chiens qu'on ne pouvait fabriquer qu'avec de la douleur, de l'amour et un but absolu. Et Major avait un but, Kayla, rien d'autre. Mais Travis ne se faisait pas d'illusions. Leur présence ici finirait par être repérée. Il avait dissimulé sa camionnette dans un hangar abandonné à 2 kilomètres de là, coupé toutes les connexions, brouillé les signaux. Mais il savait que si quelqu'un les cherchait vraiment, il finirait par les trouver. Et il espérait dans le fond que ce soit lui qui les trouve en premier. Pendant ce temps, à Clearwater, Megan intensifiait sa traque. Grâce à des enregistrements subtils et quelques manipulations habiles, elle avait réussi à convaincre Maddox que Kayla détenait des informations cruciales dans un carnet que Grace aurait rédigé. Un faux carnet qu'elle avait elle-même fabriqué, rempli d'informations anodines mais crédibles. Elle avait laissé entendre que la petite savait où il était caché. Et comme prévu, Maddox avait mordu à l'hameçon. Il convoqua discrètement une équipe en civil menée par un certain agent Foster, un homme réputé pour son efficacité brutale. L'objectif était clair, localiser la cachette de l'enfant, récupérer le carnet et faire disparaître toute trace. Mais Megan avait un avantage. Elle connaissait leur méthode. Elle avait été formée dans les mêmes unités qu'eux. Elle pouvait anticiper. Et surtout, elle avait un plan. Elle utilisa une de ses anciennes sources dans la téléphonie mobile pour capter les signaux que l'équipe de Maddox allait utiliser. Elle installa de faux points GPS sur une route secondaire menant à un cabanon abandonné appartenant à Travis, une autre planque désaffectée qu'il n'utilisait plus depuis des années. Puis elle attendit. Lorsque les véhicules non marqués se mirent en mouvement, elle appela Travis. « Ils vont venir, dit-elle. Pas vers vous directement, mais assez près pour fouiller. Restez discret. Ne bougez pas, et surtout, ne laissez Kayla sortir. » Travis grogna un assentiment. « Ils vont tomber sur un nid de frelons. Je leur ai laissé quelques pièges à l'ancienne, rien de létal. Mais de quoi leur faire passer l'envie de revenir ?» Effectivement, à la tombée de la nuit, les hommes de Maddox s'approchèrent de l'ancienne cabane. Ils coupèrent les moteurs, sortirent en silence. L'endroit semblait abandonné, et c'était bien l'idée. Mais dès qu'ils franchirent la porte, un jet de peinture bleue éclata au plafond, activé par une simple corde à poulie. L'un des hommes recula, jurant, les yeux aveuglés. Un second glissa sur de l'huile répandue près de la cheminée. Le troisième, plus prudent, se tourna vers l'extérieur, juste à temps pour voir un petit drone s'éloigner dans les bois, filmant leur visage. Foster, furieux, comprit l'erreur. « C'est un leurre! Reculez, on s'est fait piéger !» À l'autre bout de la ligne, dans sa voiture garée à bonne distance, Megan sourit. Elle avait les images, les visages, les preuves d'une opération clandestine menée sans mandat. Suffisamment pour forcer la main du procureur Avery. Le lendemain, elle lui remit tout sur une clé. Il l'examina en silence, puis leva enfin les yeux. « C'est suffisant. J'enclenche une procédure pour obtenir le mandat fédéral. Vous avez 48 heures pour obtenir un aveu ou une preuve directe reliant Blackwell à Maddox. Après ça, tout doit tomber en même temps. » Megan hocha la tête, le cœur lourd. Le compte à rebours avait commencé. Elle savait que plus elle approchait de la vérité, plus elle mettait Kayla en danger. Et pourtant, il n'y avait pas d'alternative. Elle devait faire tomber Blackwell avant qu'il ne décide d'agir lui-même. Car un homme comme lui, acculé, devenait un animal sauvage. Et un animal sauvage, c'est toujours imprévisible. Dans les jours qui suivirent, la tension monta de plusieurs crans. Megan sentit la surveillance. Sa voiture avait été fouillée. Son appartement avait été visité sans effraction. Et un soir, en rentrant tard, elle découvrit sur son lit une vieille photo de sa mère, retournée. Elle n'en parla à personne, mais elle sut, il l'avertissait, il la menaçait sans un mot, elle ne céda pas.
Puis vint le déclic. Une note manuscrite laissée par Grace, trouvée dans un ancien agenda au fond de la maison des Bennett, faisait mention d'un ancien coffre appartenant à Altamont Industries, enterré dans un hangar de stockage à l'extérieur de la ville. Une clé, un code, rien de plus. Mais Megan savait qu'elle devait y aller, et qu'elle devait y aller seule. Elle ne pouvait plus faire confiance à personne, pas même à ses collègues. Le hangar de stockage numéro 43 se trouvait à la lisière de la vieille zone industrielle de Belmont Creek, un endroit poussiéreux où le béton craquait sous les mauvaises herbes, où les silos rouillés servaient désormais de perchoir aux corbeaux. Megan s'y rendit à la tombée de la nuit, sa voiture banalisée garée à l'écart, les phares éteints. Elle portait une lampe torche et gardait dans sa poche intérieure la clé métallique trouvée dans le faux fond du tiroir de Grace Bennett. Elle n'avait averti personne, pas même le procureur Avery. Si ce coffre contenait ce qu'elle soupçonnait, alors il fallait le sécuriser avant qu'un autre n'y mette la main. L'endroit semblait abandonné. Pourtant, elle sentait que chaque pas résonnait plus fort que le précédent, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. Le box numéro 43 était banal, sans aucune marque. Elle inséra la clé, le verrou céda avec un cliquetis discret. À l'intérieur, dans un silence total, une malle métallique reposait contre le mur du fond. Pas de piège, pas d'alarme, juste une simple boîte comme un vestige oublié. Elle l'ouvrit, son souffle se coupa. À l'intérieur, plusieurs dossiers papier, un disque dur externe et une enveloppe marquée d'un simple mot à l'encre noire, au cas où. Elle ouvrit l'enveloppe. La lettre de la main ferme de Grace disait ceci. « Si tu lis ceci, alors je suis morte. Et ce que tu tiens est la preuve que Dean Blackwell a fondé Altamont comme un faux négoce. Il blanchit l'argent de la famille Moreno depuis 2003. Maddox est son bouclier dans les forces de l'ordre. Il a fait exécuter 3 lanceurs d'alerte. Ce disque contient des relevés bancaires, des enregistrements et des témoignages. Tout a été recoupé. J'ai protégé ça pour Kayla. Si elle est encore en vie, elle mérite la vérité et la justice. » Megan sentit une vague de colère glaciale la submerger. Elle venait de mettre la main sur la pièce maîtresse, celle qui ferait tomber toute la pyramide. Mais en repartant, elle eut le pressentiment d'un danger imminent. Dans son rétroviseur, une voiture banalisée noire semblait la suivre depuis plusieurs minutes. Elle emprunta une route secondaire à travers les bois, coupa les phares et sortit de son véhicule. Elle attendit, tapie dans l'ombre. Le véhicule suspect passa sans ralentir. Elle nota mentalement la plaque. Elle n'était plus seulement une inspectrice. Elle était devenue une cible. Au même moment, dans le chalet isolé de Pinewood Ridge, Travis sentit un frémissement dans l'air. Ses caméras thermiques détectaient 2 silhouettes s'approchant par le nord, bien au-delà des clôtures. Il attrapa sa carabine et descendit vers le sous-sol où Kayla dormait, blottie contre Major. Le chien, déjà réveillé, grognait doucement. « On a de la visite », murmura Travis. Il installa la fillette dans une cachette dissimulée sous une trappe, conçue à l'origine pour stocker des armes. Major sauta à l'intérieur à ses côtés. « Restez là, quoi qu'il arrive, ne faites pas de bruit. » Les intrus progressaient à travers les bois, casques sur les oreilles, silencieux, armes au poing. Ce n'étaient pas des policiers, ni des chasseurs, c'étaient des professionnels. L'un d'eux s'approcha de la porte arrière, tendit la main vers la poignée. Mais avant même qu'il ne touche la serrure, une détonation sèche retentit. Travis avait tiré un coup de sommation dans l'air. Un pas de plus et vous repartez avec des plombs dans les genoux, messieurs. Vous êtes sur propriété privée, armée, sans mandat. Et moi, j'ai le droit de défendre mon territoire. Les hommes hésitèrent, puis se replièrent. Ils avaient été repérés. Le contrat n'était plus aussi simple. Et surtout, ils savaient désormais que Kayla était protégée. Pas seulement par un vétéran au fusil, mais aussi par un chien impossible à neutraliser. Le lendemain matin, Travis appela Megan. Ils sont venus cette nuit. 2, bien entraînés. Ils ont tenté une approche discrète. Je les ai fait reculer, mais ils reviendront. Ce n'est qu'une question de temps. Megan serra la mâchoire. Elle devait agir vite. Elle appela Avery. « J'ai les preuves. Tout. Le lien entre Blackwell, Maddox et les Moreno. Je suis prête. » Le procureur répondit d'une voix tendue. « Bien, on lance l'opération à l'aube. Maddox sera arrêté en premier. Ensuite, on passe à Blackwell. » « Et Kayla ?» demanda Megan. « Je veux une escorte pour elle et Travis, immédiate. » Avery confirma. « Je vais envoyer une équipe de confiance. » Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à cet instant même, Blackwell avait activé son dernier atout. Il savait que le filet se refermait, et un homme comme lui, en fin de partie, ne partait jamais sans frapper fort. Au milieu de la nuit, alors que tout semblait calme, une explosion secoua le hangar où Megan avait déposé les preuves. Elle se trouvait dans sa voiture, à quelques mètres, lorsqu'elle vit la boule de feu monter dans le ciel.
Elle sauta hors du véhicule, le souffle coupé, les tympans sifflant, les flammes dévoraient l'édifice. Elle hurla, pas à cause du feu, mais parce qu'elle comprenait, quelqu'un avait trahi, quelqu'un dans le système avait parlé, et il venait de tenter de faire disparaître la dernière preuve matérielle. Mais ils avaient oublié une chose, Grace avait tout prévu. Et Megan, elle aussi, avait fait une copie, une dernière sauvegarde, cachée là où personne ne penserait à chercher. Dans le collier de Major. La fumée de l'explosion s'élevait encore dans le ciel de Belmont Creek lorsque Megan, couverte de poussière, accéda enfin à son coffre de secours. Elle en sortit une petite valise verrouillée, dissimulée depuis des semaines dans le double fond de son coffre de voiture. Elle ouvrit la mallette et y vérifia la présence de la copie qu'elle avait glissée sur une microcarte SD. Les relevés bancaires, les courriels de Blackwell, les comptes offshore, les conversations entre Maddox et les Moreno, tout était intact. C'était sa dernière carte, et elle allait la jouer au grand jour. Pendant ce temps, Blackwell, dans son appartement luxueux au sommet d'une tour de verre de Coral Heights, recevait des appels en boucle. Son avocat, son banquier, ses contacts au Sénat local, il transpirait à grosses gouttes. Il n'y avait plus de plan B, le coffre avait explosé, mais les rumeurs couraient déjà. Des journalistes de Clearwater demandaient des commentaires. La chaîne publique locale annonçait une enquête explosive à venir. Quelqu'un, quelque part, avait commencé à parler. Il se tourna vers l'homme dans l'ombre au fond de la pièce. Un agent de sécurité privée, ancien militaire, visage dur comme la pierre. « Trouve la gamine, trouve le chien, et règle-moi ce problème, définitivement. » Pendant que les flammes du hangar calciné faisaient encore l'objet d'un reportage en direct sur les chaînes locales, Megan, elle, se trouvait dans un entrepôt sécurisé, un ancien poste de douane reconverti en centre de données indépendant loin du réseau officiel. Accompagnée d'un expert en cybersécurité recruté discrètement par le procureur Avery, elle s'apprêtait à décrypter les fichiers contenus dans le collier de Major. L'homme, vêtu d'un sweat noir, les cheveux tirés en arrière, tapait à toute vitesse sur un clavier. Ce type de chiffrement, c'est du niveau militaire. Mais avec la séquence du collier, on a une porte d'entrée. L'écran se remplit soudain d'un tableau de compte offshore, de transferts vers des sociétés écrans et d'un dossier intitulé « Opération Onyx ». Megan fronça les sourcils. Elle savait que ce nom n'avait jamais figuré dans les archives publiques. C'était la pièce cachée du puzzle, une opération dont personne, même dans les services internes, ne semblait avoir entendu parler. Les premières lignes du rapport évoquaient un réseau international de blanchiment d'argent à travers des organismes humanitaires fictifs mis en place par Dean Blackwell sous couverture d'Altamont. Des photos jointes montraient des cargaisons, des signatures falsifiées et même un relevé de transactions directement adressé à Carl Maddox. C'était la preuve finale, le lien direct entre les deux hommes, le genre de document qu'on ne pouvait plus balayer d'un revers de la main. Megan grava immédiatement plusieurs copies sur des disques chiffrés et les confia à l'équipe d'Avery. « C'est fini, on les a. » Mais Blackwell n'avait pas dit son dernier mot. Le même matin, un mandat d'amener fut envoyé à Megan pour obstruction à la justice. Une équipe fut envoyée à son domicile. Elle n'y était déjà plus. Elle avait pris les devants. Désormais, elle devenait officiellement une fugitive. Officieusement, la lanceuse d'alerte la plus dangereuse du pays. Travis, de son côté, avait quitté le relais avec Kayla et Major. Il les conduisit dans une grange appartenant à une amie de confiance, Rachel Keegan, une ancienne infirmière militaire reconvertie en herboriste. Elle vivait seule avec ses chevaux à la frontière du comté de Larkhill et ne posait jamais de questions inutiles. En voyant Kayla, elle n'eut besoin d'aucune explication. Elle aménagea une chambre dans le grenier, installa un matelas au sol pour Major et fournit à Travis des jumelles à vision nocturne ainsi que des radios cryptées. Elle savait que ce qu'il fuyait n'était pas du genre à s'arrêter à une simple barrière de propriété. Kayla semblait plus calme, plus posée, mais il y avait une intensité nouvelle dans son regard. Elle passait du temps à observer les documents avec Travis, à poser des questions sur les noms, les chiffres, les plans. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir pourquoi sa mère avait dû mourir. Et chaque fois qu'elle posait la main sur la tête de Major, elle semblait reprendre un peu de force, comme si elle tirait son courage de sa présence. À Clearwater, l'annonce publique faite par la journaliste Rebecca Thorne fit l'effet d'un séisme. Son reportage, diffusé sur les chaînes régionales et relayé massivement en ligne, détaillait le réseau de corruption, les noms codés des bénéficiaires et les menaces subies par l'inspectrice Megan Carter. En quelques heures, le procureur Avery fut contraint de faire une déclaration officielle.
Une enquête fédérale est désormais en cours contre plusieurs membres de l'administration locale, notamment Dean Blackwell, et des éléments accablants ont été reçus concernant des activités criminelles orchestrées depuis plus de 15 ans. Blackwell, acculé, convoqua ses derniers hommes de main. Il n'avait plus d'échappatoire. Son plan de fuite vers l'Amérique du Sud avait été compromis par un gel judiciaire de ses avoirs. Il n'avait plus que 2 objectifs, retrouver l'enfant et éliminer toute personne pouvant encore témoigner. « Si je tombe, grogna-t-il, je ne tomberai pas seul. » Ce qu'il ignorait, c'est que Travis avait lui aussi décidé de passer à l'action. Il contacta Megan via une ligne sécurisée. « Il est temps qu'on réunisse toutes les pièces. J'ai les séquences de surveillance, les tentatives d'enlèvement, le message audio de Grace, les fichiers du collier. Et Kayla est prête, elle n'a que 8 ans, mais elle est plus lucide que la moitié des adultes que j'ai connus. » Megan acquiesça. « J'ai un plan, mais il faut que ce soit public. Il faut que ce soit en direct. » C'est ainsi qu'ils décidèrent de réunir tout le matériel dans une salle municipale sécurisée où une conférence serait tenue en présence de journalistes, d'avocats et d'agents fédéraux. L'invitation serait discrète, mais le contenu explosif. Kayla, protégée par Travis, prendrait la parole. Elle n'accuserait personne, elle se contenterait de lire la lettre de sa mère. Et Major, à ses côtés, serait plus qu'un symbole. Il serait le garant vivant d'un combat de justice. L'incarnation d'un serment silencieux, protégé jusqu'au bout. La veille de l'événement, alors que Megan finalisait les derniers détails, elle reçut un appel anonyme. Une voix masculine, rauque, lui dit simplement « Ce que vous faites, c'est noble, mais vous n'avez plus beaucoup de temps. » Il a activé une cellule dormante, des hommes qui ne relèvent d'aucune chaîne de commandement officielle. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils respirent. Faites vite. Puis la ligne coupa. Ce fut suffisant. Megan appela Avery. On lance l'opération à l'aube. Faites venir la protection fédérale. Placez la salle sous surveillance. Et tenez-vous prêts. Demain tout bascule. Le matin de la conférence, la salle communautaire de Brickstone, une vieille bâtisse en briques nées rouges, habituellement utilisée pour des marchés artisanaux ou des réunions de quartier, était devenue un bunker. Des agents fédéraux en civil filtraient l'entrée, dissimulés parmi les journalistes. Un groupe d'avocats, un représentant du département de la justice et même un ancien juge d'État s'était déplacé à la demande du procureur Avery. Megan observait les lieux depuis une pièce attenante, nerveuse mais déterminée. Elle n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Kayla et Travis venaient d'arriver par une route secondaire, escortés discrètement par 2 véhicules non marqués. Major, lui, descendit de la voiture comme un soldat en mission. Dès qu'il posa les pattes au sol, il scanna l'environnement, s'immobilisa, puis se plaça devant Kayla. Travis accompagna la fillette à l'intérieur, sa grande main protectrice posée sur son épaule. Rachel Keegan, restée à l'extérieur dans un véhicule prêt à repartir en urgence, gardait le moteur allumé. Au moindre doute, elle devait extraire Kayla. Mais Kayla, elle, ne tremblait pas. Elle tenait dans ses mains la lettre de sa mère, et dans son collier, le code final, celui que les journalistes allaient lire, décrypter, exposer en direct. Megan s'approcha, s'agenouilla devant elle. « Tu es sûre, Kayla? Je peux faire ça à ta place ?» Mais la petite secoua la tête. « C'est maman qui m'a confié ça. C'est à moi de le dire. » Major émit un léger grognement comme pour approuver. Megan sentit ses yeux s'humidifier. Cette enfant, après tout ce qu'elle avait traversé, était plus forte que n'importe quel adulte dans cette pièce. L'heure arriva, les caméras s'allumèrent, la salle fut plongée dans un silence épais. Le procureur Avery prit la parole le premier, exposant brièvement les faits, les accusations et les éléments de preuve collectés. Puis Megan expliqua comment, de fil en aiguille, tout avait été découvert, les fichiers chiffrés, les liens entre Altamont, les Moreno, les comptes offshore et les pressions subies par les enquêteurs. Elle mentionna les noms, les dates, les montants. Chaque mot était pesé, soutenu par des documents projetés sur un écran. Enfin, elle se tourna vers Kayla. La fillette monta lentement sur l'estrade, aidée par Travis. Elle posa la lettre sur le pupitre et lut d'une voix claire « Maman m'a dit que la vérité était parfois lourde à porter, mais qu'elle pouvait aussi libérer. Elle m'a appris à ne jamais avoir peur des gens puissants, même quand ils font du mal en silence. Elle m'a dit que Major me protégerait, et que tout ce que j'avais à faire, c'était dire ce que j'avais vu, ce que j'ai entendu. » Elle raconta la nuit où sa maison avait été attaquée. Elle raconta comment Major l'avait cachée, comment elle avait entendu les voix, les ordres, et comment, dans les jours suivants, on avait tenté de la faire taire. Lorsque Kayla termina son récit, Major vint se placer à ses côtés. Elle posa la main sur son collier et l'ouvrit devant tout le monde. À l'intérieur, une micro-carte.
Elle la tendit au technicien. Celui-ci la connecta à un ordinateur sécurisé. Une interface s'ouvrit. Des fichiers s'affichèrent à l'écran, accompagnés d'un message audio. La voix de Grace, calme, résolue. Elle énumérait les noms, les comptes, les connexions, les documents signés de la main de Dean Blackwell. La salle retint son souffle. Soudain, un agent fédéral, resté près de la porte, murmura dans son oreillette. Megan reçut l'alerte. Un véhicule noir, vitre teintée, venait d'être repéré à quelques centaines de mètres. Il roulait sans plaque, à vitesse modérée. « C'est lui », dit-elle à Avery. « Blackwell, il vient s'assurer du résultat, ou terminer ce qu'il a commencé. » Elle quitta la salle en courant, suivie de 2 agents. Lorsqu'ils atteignirent le parking, le véhicule s'était arrêté. La portière s'ouvrit lentement. Dean Blackwell en descendit, costume froissé, regard fou, une arme dissimulée sous sa veste. « C'est terminé, Dean !» cria Megan. « Pose cette arme !» Mais l'homme souriait, d'un sourire triste et cruel. « Non, Megan, ce qui est terminé, c'est votre illusion. Vous pensez avoir gagné? Tout ce que vous avez fait, c'est créer un martyr. » Il leva son arme, mais il n'eut pas le temps de viser. Major surgit de nulle part. Le chien, sorti par une porte latérale, s'élança comme une flèche et sauta sur Blackwell, le faisant chuter en arrière avec une force stupéfiante. L'arme glissa sur le bitume. 2 agents se précipitèrent et le plaquèrent au sol. Blackwell hurlait. Pas de douleur, de rage, de défaite. Il avait perdu. De retour dans la salle, lorsque Kayla vit Major revenir, elle se jeta à son cou. « Tu l'as fait. Tu l'as protégé comme toujours. » Les applaudissements éclatèrent. Et pendant un instant, larmes, cris, caméras et justice se mêlèrent dans un tourbillon d'émotions brutes. Kayla souriait. Pour la première fois depuis longtemps, l'arrestation de Dean Blackwell fit le tour des médias en quelques heures. Les images de Major neutralisant l'homme le plus puissant du comté de Clearwater furent diffusées en boucle sur les chaînes nationales. Sur les réseaux sociaux, des hashtags émergèrent. Yasha Justice for Kayla, Yasha Major the Protector, Yasha Grace was right. Et dans cette tempête médiatique, quelque chose de plus profond se produisit. Un réveil collectif, des victimes silencieuses d'autres affaires, des témoins bâillonnés, des familles oubliées commencèrent à s'exprimer. Grâce à la voix d'une enfant et au courage d'un chien, des années de silence se brisaient enfin. Le procureur Avery, dans une allocution solennelle, annonça la création d'une commission d'enquête indépendante sur les collusions entre entreprises privées et institutions locales. Megan Carter fut officiellement blanchie de toutes les accusations portées contre elle. Mieux encore, elle reçut une distinction pour acte de bravoure civile et engagement exemplaire. Mais cela, elle le reçut sans faste, loin de la scène publique. Ce qui comptait pour elle, ce jour-là, ce n'était pas les décorations. C'était de voir Kayla sourire à nouveau, debout, au bord d'un parc, regardant Major courir dans les feuilles d'automne. Quelques semaines plus tard, une cérémonie discrète fut organisée pour honorer la mémoire de Grace Bennett. Dans un jardin public rebaptisé en son nom, une plaque fut installée, gravée de ces mots, à celle qui a semé la vérité dans l'ombre pour qu'elle fleurisse à la lumière. Kayla y assista, entourée de Travis, Megan et Rachel. Elle portait un petit médaillon autour du cou, contenant une photo d'elle avec sa mère et Major. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux disaient l'essentiel. Elle se reconstruisait. Travis, de son côté, resta un temps auprès d'elle, veillant à sa sécurité, à sa stabilité. Mais il savait qu'il ne pourrait pas jouer le rôle de père. Il n'en avait ni la vocation, ni la prétention. Il était un protecteur, un passeur. Il proposa à Kayla, avec l'accord de Megan et du tribunal des tutelles, une option simple. Un foyer d'accueil permanent auprès de Rachel dans un environnement sain, entouré d'animaux, de nature et de bienveillance. Kayla accepta. Et Major aussi, visiblement, car il refusa de quitter sa nouvelle maison. Le chien s'était adapté à sa nouvelle vie avec une aisance désarmante. Il continuait à protéger Kayla, mais plus dans la peur, il la protégeait comme on garde ce qu'on aime avec confiance. Il jouait, dormait au pied de son lit et aboyait joyeusement lorsque Rachel appelait les chevaux au petit matin. Les cauchemars de Kayla s'espacèrent. Elle reprit l'école à mi-temps. Une éducatrice spécialisée, Madame Thornhill, l'aidait à canaliser ses émotions par l'écriture. Et dans ses textes, on retrouvait toujours Major. Il n'était jamais loin, toujours à ses côtés, fidèle comme une étoile polaire. Megan, quant à elle, ne retourna jamais vraiment à son ancien poste. Après les révélations, son statut changea. Elle fut sollicitée par plusieurs associations de défense des droits civiques.
Elle finit par intégrer un organisme fédéral chargé de surveiller les dérives dans les forces de l'ordre. Mais tous les dimanches, sans exception, elle rendait visite à Kayla. Elle passait du temps à marcher en forêt, à discuter, et parfois elle restait silencieuse, simplement unie par le souvenir de Grace et par cette promesse muette qu'elle portait désormais ensemble. Un jour d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur les collines, Megan arriva chez Rachel avec un petit paquet dans les mains. Elle le tendit à Kayla. « C'était à ta mère ? Elle voulait que tu l'aies quand tu serais prête. » Kayla ouvrit lentement. À l'intérieur, un carnet relié en cuir, avec des pages remplies d'une écriture fine et inclinée. Le journal de Grace. Kayla le serra contre elle. Elle ne dit rien, mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle demanda à Rachel de lui lire une histoire avant de dormir. Et à la fin, elle prit le carnet, l'ouvrit à une page au hasard et continua seule. La vie reprit son cours doucement, mais avec une intensité nouvelle. Rien n'efface la perte d'un parent. Rien ne guérit totalement la trahison, l'abandon ou la peur. Mais il y a, parfois, dans l'écho de ceux qui nous ont aimés, assez de lumière pour traverser les nuits les plus noires. Et cette lumière, Kayla la portait désormais en elle, dans sa voix, dans ses silences, et dans ce lien indestructible avec Major, ce chien qui avait été plus qu'un gardien, plus qu'un héros, un compagnon de l'âme. Un an plus tard, dans les collines dorées de Larkhill, une brise tiède soufflait sur les champs encore humides du matin. Kayla courait entre les hautes herbes, ses bottes mouillées, les cheveux en bataille, et Major la suivait à distance, veillant, comme toujours. Elle avait grandi, pas seulement en taille, mais en présence. Elle riait, plus souvent. Elle parlait avec assurance. Son regard, autrefois hanté, portait désormais une lueur que rien n'avait pu éteindre. C'était la lumière d'une enfant qui avait survécu à l'indicible, et qui avait transformé la douleur en force. Rachel préparait le petit déjeuner à l'intérieur de la maison en bois, pendant que Megan, assise sur le porche, regardait la scène en silence, une tasse de café chaud entre les mains. Elle venait encore tous les dimanches, et parfois plus. Ce jour-là, c'était spécial. Une équipe de tournage indépendante préparait un documentaire sur les voix oubliées de la justice. Ils avaient demandé à filmer Kayla et Major à raconter leur histoire. Mais Kayla avait refusé d'être filmée. Elle avait accepté qu'on parle de Grace, qu'on montre les documents, les images d'archives, mais elle ne voulait pas devenir un symbole. « Je ne suis pas une héroïne », avait-elle dit. « Je suis juste une fille avec un chien incroyable. » Et ce chien, justement, devint malgré lui une légende. Plusieurs écoles de chiens de service l'avaient inscrit dans leur manuel. On parlait de lui comme d'un exemple absolu de loyauté et d'intelligence. Des vétérans envoyaient des lettres à Rachel, certains venaient lui rendre visite pour le rencontrer. Mais Major ne semblait ni impressionné ni distrait par sa renommée. Il restait lui-même, fidèle, silencieux, attentif. Il n'aimait rien tant que la voix de Kayla lorsqu'elle lui lisait des histoires le soir, ou les longues balades dans les collines, loin du bruit, loin des caméras. Un après-midi, alors que le soleil se couchait lentement derrière la cime des arbres, Kayla s'assit sur le vieux banc près de la barrière en bois. Elle tenait entre ses mains le journal de sa mère, un stylo coincé entre ses doigts. Elle venait d'écrire une dernière page. Un mot simple, sans emphase. « Je suis prête ». Elle referma le carnet, le posa sur ses genoux et regarda Major qui reposait à ses pieds, les yeux mi-clos. Elle lui parla doucement, comme on parle à un confident. « Tu sais, je crois que maman savait que tu serais là. Elle n'a pas juste voulu que tu me protèges, elle voulait que tu restes avec moi assez longtemps pour que j'apprenne à me protéger toute seule. Et je crois que maintenant je peux. » Major releva la tête. Ses yeux se posèrent dans les siens, puis il baissa à nouveau la tête, sereinement, comme s'il comprenait. Le lendemain, Kayla retourna à l'école à plein temps. Elle entra en classe avec son sac sur le dos et Major à ses côtés. L'établissement avait accepté de l'accueillir en tant que chien de soutien émotionnel. Et dès les premiers jours, les enfants l'adorèrent. Il aidait à apaiser les élèves anxieux, à consoler ceux qui pleuraient, à calmer les disputes. Il n'était pas seulement le chien de Kayla, il était devenu le gardien silencieux d'un petit monde fragile. Plus tard, Megan fit une demande officielle pour que le nom de Grace Bennett figure parmi les héros civils reconnus par l'État. Et cette demande fut acceptée. Lors d'une cérémonie modeste mais digne, Kayla reçut au nom de sa mère une médaille gravée. Elle la porta un instant autour du cou, puis elle la déposa dans une boîte aux côtés du collier de Major, les deux symboles du combat qu'elles avaient mené et gagné. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Kayla ouvrit la fenêtre de sa chambre. La lune était haute, claire, Major dormait à ses pieds,
Elle s'assit sur son lit, ouvrit un carnet neuf et écrivit « Parfois, la vie te brise, pour que tu puisses apprendre à recoller les morceaux avec d'autres couleurs. Maman m'a appris la vérité. Travis m'a appris le courage. Megan m'a montré la justice. Et Major, lui m'a appris l'amour sans condition. Je ne sais pas où cette histoire me mènera, mais je sais que désormais, je ne marche plus dans la peur. Je marche dans la lumière, et pendant qu'elle écrivait ces mots, Major remua doucement la queue dans son sommeil, comme s'il savait que, pour la première fois depuis longtemps, tout allait vraiment bien.